Orlan, nous sommes ici dans ton atelier magnifique et très spécial, pour fêter un événement très important qui est l'acquisition de 2 œuvres majeures pour le Centre Pompidou. 2 œuvres qui ont été acquises grâce aux amis du Centre Pompidou et qui viennent d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne. Alors c'est un apport considérable. J'en suis extrêmement heureuse. C'est donc un apport considérable pour le Musée national d'art moderne, qui possédait déjà des œuvres de toit, des œuvres très importantes des années 70, le mesurage du Centre Pompidou, le baiser de l'artiste, et puis des œuvres des années 80-90. Mais il y a une période qui n'était pas du tout représentée dans nos collections, c'est cette période des opérations chirurgicales, qui est pourtant une période qui a fait beaucoup parler de toi, une période cruciale dans ton parcours. Et cette période des opérations chirurgicales, maintenant, elle est représentée par une magnifique installation de 41 diptyques qui s'appelle Omniprésence numéro 2 et qui a toute une histoire. Donc, est-ce que tu peux nous la raconter? En fait, j'ai voulu m'attaquer au masque de Linné, parce que pour moi, le visage que nous avons, le corps que nous avons, n'est absolument pas celui qu'on a peut-être, qu'on aurait voulu comme carte de visite. C'est quelque chose qui nous est imposé par la nature. Et donc c'est ce travail, en fait, on pourrait dire, contre nature, qui me paraissait important pour effectivement que mon corps m'appartienne et effectivement essayer de me réinventer, de me reconstruire, de me resculpter. Mais ce qui était surtout très important, c'était de faire des opérations chirurgicales qui n'étaient pas censées apporter de la beauté, mais au contraire de la monstruosité. Au contraire, une différence qui est absolument actuellement, ou qui était à ce moment-là absolument pas intégrée comme étant possible. Chaque opération chirurgicale a été basée sur des textes, sur des livres. Moi, je suis très attaché aux livres. Je crois que ça se voit dans dans cet atelier. Et souvent, ça a été de la lecture au passage à l'acte. Et là, effectivement, c'est à la lecture d'un texte de Eugénie Lemoine-Luciani, qui était une psychanalyste lacanienne. Et dans son livre La robe, il y a tout un chapitre qui est sur mon œuvre, mais qui est sur mon œuvre, sur les trousseaux, sur ma mère, sur ce que j'ai fait avec mon trousseau, etc. Mais il y avait toute une partie qui pour moi était excellente, qui disait que dans la vie on n'a que sa peau, mais qu'il y a mal donne dans les rapports humains parce que l'on n'est jamais ce que l'on a. Et elle disait, on a une peau de crocodile, mais on a un toutou. On a une peau d'ange, mais on est autre chose. On a une peau d'homme et on est une femme. On a une peau de femme et on est un homme. Et donc, moi, j'ai vraiment, à la lecture de ce texte, j'ai tout de suite imaginé ce que je pouvais faire pour que ça change, pour que les choses soient en place différemment. Voilà. Donc, c'est à cause d'une lecture. Vous voyez comme c'est dangereux, la lecture. J'ai travaillé avec une chirurgienne à New York. C'était une chirurgienne, en fait, que m'avait trouvé ma galerie, Sandra Gehring. À cette époque, je travaillais avec elle. Et en fait, il s'agissait d'une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, qui utilisait la chirurgie, mais pour la dérégler totalement et lui changer ses habitudes d'amélioration. Et donc, j'ai fait poser des implants, qui sont des implants durs en plastique, qui sont d'habitude pour rehausser les pommettes. Je les ai fait placer de chaque côté des tempes. Et elle a fait un geste opératoire qui n'avait jamais été fait. Et effectivement, parce que faire tenir ici des implants, c'est pas si facile, parce qu'à la fois il y a un nerf qu'il faut pas toucher, parce que sinon c'est vraiment terrible pour le visage.
Et puis ça peut tomber, et puis ça tient que d'une certaine manière, etc. Donc elle a été en même temps très innovante. Et on a été très innovantes toutes les deux en même temps, et à la fois avec nos outils, avec notre manière de dire, avec nos pratiques. On a essayé de faire des pas de côté, de faire autre chose autrement, et de dire quelque chose d'important à ce moment-là, quoi, voilà. Il faut dire que cette performance chirurgicale à New York a été transmise par satellite, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de webcam, et donc j'utilisais effectivement un moyen qui était un moyen pionnier, qui étaient les réseaux satellites qu'il fallait louer longtemps à l'avance, ça coûtait très très cher, et ça marchait pas à tous les coups. Nous, ça a marché, et donc il y a eu une grande performance au Centre Georges Pompidou avec un groupe de personnes qui, en continu, pendant l'opération chirurgicale, me posaient des questions auxquelles je répondais, donc par l'intermédiaire de ce réseau satellite que nous avions loué. Et il y avait beaucoup de personnes très intéressantes, intelligentes. Et il y avait par exemple une historienne d'art fantastique, Gladys Fabre, qui me posait des questions pendant l'opération chirurgicale, et j'y répondais dès que le geste opératoire le permettait. Donc c'était vraiment basé sur le terme d'omniprésence, parce que j'étais non seulement à New York, mais j'étais aussi, en fait, c'était transmis à Toronto, au centre McLuhan à Toronto, c'était transmis à Banff, et c'était donc transmis au centre Pompidou. Et ça, c'est vraiment, pour moi, fantastique, parce qu'effectivement, cette œuvre que vous venez d'acquérir pour les collections prend tout son sens, toute sa place, parce que effectivement, vous aviez, grâce au président de l'époque, François Barré, eh bien, cette œuvre transmise dans Pompidou, et qui s'appelait Omniprésence. En fait, cette pièce Omniprésence, qui est vraiment la pièce majeure des opérations chirurgicales performance, a été mise en place dans la galerie Sandra Gehring. Et dans cette galerie, donc j'avais d'abord disposé les 40 diptyques, parce que l'idée était d'un corps en quarantaine, comme un corps malade qu'on met de côté et que l'on montre que quand il est resplendissant. Et donc, sur ces diptyques, il y avait en bas un travail que j'avais fait avec, à l'aide d'un logiciel de morphing, où je mélangeais mon visage à des visages de la représentation sur certains tableaux de femmes extraordinaires, très très belles, et qui sont très connues dans l'histoire de l'art. Et donc, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'en fait, il y avait cette hybridation de mon visage et de ces citations de l'histoire de l'art, mais comme c'était avec un logiciel de morphing, c'était quelque chose qui était très étrange, qui était à la fois laid, cassé, monstrueux, et en même temps d'une beauté extraordinaire, parce que effectivement, c'est des photos qui ont été prises sur un écran, et c'était très très lumineux et dans les bleus. Et sur le deuxième panneau au-dessus, chaque jour, on venait mettre la photo du jour, et ceci donc pendant 40 jours, où on voyait le visage évoluer. Et c'est hallucinant, parce que le corps est vraiment un très 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 grand peintre, parce que vous avez d'abord des ecchymoses qui sont bleus, puis de plus en plus bleus, et puis qui passent au rouge, et puis qui passent au jaune, et puis qui s'estompent, et puis qui s'en vont, mais aussi le visage qui est gonflé, qui est luisant, qui est tout à fait différent à chaque photo. Donc je voulais absolument montrer le processus, comment ça se passe dès qu'on touche au corps. Et ça, c'était vraiment très, très, très important pour moi, et aussi de mettre en relation, et à la fois une œuvre qui était fabriquée complètement par moi et par le numérique,
mais en même temps par l'histoire de l'art. Donc il y avait deux temps qui se rencontraient, et à la fois l'histoire de l'art et à la fois l'histoire actuelle de nos images, et au-dessus, la photo faite par la machine Core. Et l'autre, c'était la photo faite par la machine ordinateur. Donc c'était la comparaison entre les deux, voilà. Et puis tu mettais une plaque d'ailleurs sur laquelle il y avait marqué entre deux et la date. Oui, merci de me le rappeler. Et il y avait effectivement entre les deux panneaux une plaque avec la date du jour, entre deux et la date du jour. Donc ça c'était important pour voir le processus parce que c'était un processus de 40 jours. Mais à la fin, le dernier était une photo de moi maquillée, coiffée, qui était donc effectivement le résultat final. Mais en fait, je dois dire que moi, je ne me suis jamais bien intéressé au résultat final. Ce qui était important, c'était le processus. C'était ce qui se passait chaque jour. C'était ce que j'ai conçu pour effectivement essayer de dire au mieux ce que j'avais envie de dire, et à la fois sur le corps et sa réaction aux opérations chirurgicales, et aussi la transformation. Parce que pour moi, effectivement, il s'agissait de me resculpter, il s'agissait de me réinventer. Immédiatement, il y a eu bien sûr beaucoup de controverses, beaucoup de résistances, beaucoup de gens qui ont hurlé en disant que c'était pas de l'art, que c'était même Art in America en fait m'a fait un article de 6 pages, mais sur ils ont mis est-ce que c'est de l'art, enfin c'est la rédactrice en chef qui au dernier moment a mis est-ce que c'est de l'art. Pourtant, dans le milieu artistique et dans le milieu aux États-Unis, etc., encore se poser sa question, c'est toujours très étonnant quand un ou une artiste dit ça c'est mon art, de dire est-ce que c'est de l'art, ça m'étonne toujours. Mais c'est vrai qu'il faut toujours un temps pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Alors cette œuvre que tu construis comme ça à la galerie Sandra Gehring à New York, elle va se retrouver dans une exposition très importante pour le Centre Pompidou. Jean Deloisy, commissaire de cette exposition Hors Limite, t'invite et tu vas présenter donc cette pièce au public après, pour la seconde fois peut-être. Et donc pour nous, c'est aussi, pour le Centre Pompidou, c'est aussi un moment très important que tu aies pu faire partie de cette exposition dans laquelle il y avait une pièce majeure d'Alan Capro que le musée a acquise également, et d'autres œuvres. Et aujourd'hui, après ces années, que cette œuvre puisse entrer aussi dans les collections du Centre Pompidou, c'est quelque chose de oui, c'est formidable. Et moi, j'étais vraiment très heureuse d'être dans cette exposition parce qu'effectivement, son titre m'intéressait beaucoup, Hors Limite. Et j'ai toujours essayé de sortir du cadre, j'ai toujours essayé de sortir des limites toute ma vie. J'ai essayé de faire bouger les barreaux de la cage. Seconde œuvre qui a été acquise grâce aux amis du Centre Pompidou, L'origine de la guerre. L'origine de la guerre qui fait écho à L'origine du monde, célébrissime tableau de Courbet de 1866, conservé maintenant à Orsay, qui est passé par la collection de Jacques Lacan précisément. Et donc c'est une œuvre extrêmement audacieuse. Mais on est très heureux qu'elle entre dans les collections publiques parce que finalement nous avons la version féminine à Orsay et nous aurons la version masculine au Centre Pompidou. Alors, l'origine du monde pour moi, c'est un tableau bien peint. J'aime beaucoup l'artiste, mais pour moi c'est le tableau le plus horrible qu'on puisse faire et qui existe. C'est-à-dire que c'est effectivement un tableau où on voit une femme à qui on a coupé la tête, les bras et les jambes. Il a fait donc d'une manière absolument littérale ce qu'on l'en fait la plupart du temps aux femmes, c'est-à-dire que la seule chose qui est focalisée, qui est intégrée, c'est effectivement la partie de la reproduction, le ventre et du sexe de la femme, mais
Là, effectivement, la femme a perdu toute identité, toute autre chose. Elle n'est plus qu'un ventre, elle n'est plus qu'un sexe. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça en état. Il faut répondre. Et en tant que femme, je me suis dit, mais si on faisait ça avec l'autre pendant de l'humanité, qu'est-ce qui se passerait si on coupait la tête d'un homme, ses bras et ses jambes, et qu'on le mette dans la même position? C'est la queue du diable, parce qu'effectivement Jean-Christophe Bouvet veut bien que l'on dise son nom. Il jouait sous le soleil de Satan avec Depardieu, donc pour moi c'est la queue du diable. Et ce qui m'intéresse de cette queue, c'est que c'est pas une énorme queue, c'est un sexe d'homme normal, ni grand, ni petit, moyen quoi, normal. Et c'était important qu'il bande parce qu'il réside un tabou qui est absolument interdit de montrer un sexe d'homme en train de bander. C'était assez amusant pour l'exposition masculin-masculin qu'a fait Guy Cocheval. Il y avait énormément de sexe masculin mais qui ne bandait pas parce qu'il réside un tabou qui est absolument interdit de montrer un sexe d'homme en train de bander. Guy Cocheval a eu une astuce extraordinaire pour échapper à la censure. Il avait positionné le tableau très haut. Et alors quand il y avait des censeurs qui disaient ah non, les autres ça va mais ça c'est pas possible, l'homme bande c'est pas possible, il faut l'enlever. Guy Cocheval disait mais non, vous vous trompez, c'est une erreur de parallaxe, c'est juste parce que on a mis le tableau très haut et effectivement on a cette impression, c'est une question de perspective. Et on est arrivé à échapper à la censure comme cela. Vraiment embrasser de tout mon cœur Sophie Duplex, qui a été fantastique, parce qu'elle a soutenu cette pièce, elle a soutenu l'achat avec un acharnement, avec décision, et depuis longtemps, elle n'a jamais laissé tomber l'affaire. Merci Sophie. Merci à toi Orlan.